Bon, on va commencer. Merci de nous rejoindre, la plupart par vidéo, pour ce midi du dépur de rentrée, on peut dire. Donc aujourd'hui, nous recevons une doctorante du LEMA, Mathilde Flas, qui a fait son mémoire de master en ingénieur architecte sur la problématique des logements vides. Et désormais, elle fait d'ailleurs une thèse là-dessus. Donc, son mémoire a plutôt traité de la problématique vraiment du recensement de ces logements vides, tandis que maintenant, sa thèse de doctorat porte davantage sur les solutions à trouver à cette problématique-là. Voilà. Donc, je vais lui céder la parole. Là, toi, tu as 35 minutes, je dirais, de présentation. Et puis, on fera un jeu de questions-réponses pour terminer. Donc, je venais de vous remercier à tous pour votre présence aujourd'hui et de remercier le LEPUR pour son invitation. Donc, comme M. Lambode m'a déjà présenté, donc je suis ingénieur civil architecte de formation, également bientôt urbaniste. Et j'ai commencé à m'intéresser au logement vacances sous forme d'un mémoire sous la promotion du professeur Jacques Teller et du professeur Halleux. Et maintenant, je continue sous forme d'une thèse sous la promotion du professeur Coles et du professeur Teller. Alors, les logements vacants, c'est peut-être un débat sans fin, redondant dans l'actualité, mais dont les enjeux ont évolué au cours des dernières décennies. Des questions qui restent cependant ouvertes parce qu'on voit que la mobilisation des logements vacants à l'heure actuelle reste difficile et souvent absente des stratégies communales. Et donc, pour resituer de manière très scientifique, les premières recherches, les premiers articles scientifiques ont débuté dans les centres-villes américains, où là, on a vu une migration des classes moyennes en dehors de ces villes, laissant des centres qui se paupérisaient. Et là, les logements vacants devenaient d'abord le symptôme de ce déclin, avec l'absence d'une demande, beaucoup de logements qui restaient vacants, mais alors qui se détérioraient, qui dégradaient l'image de la ville et qui devenaient finalement une nouvelle cause du déclin, car ils incitaient de nouvelles personnes à quitter les lieux. Donc c'est pour ça qu'on parle de la vacance comme d'une maladie contagieuse. Cette façon de voir la vacance s'est transposée en Europe très rapidement, après dans les années 80 avec la désindustrialisation. Donc ce n'est pas pour rien qu'il y a en particulier une vacance très importante dans les villes au passé industriel. Et là, ce n'est plus uniquement lié à une migration de la population, mais également à un déclin économique plus profond, avec une modification profonde des bassins d'emploi à l'époque. Et maintenant, ces dernières années, la vacance commence aussi à interroger dans des marchés immobiliers qui deviennent sous tension. Après la crise financière des années 2008, on parle du logement plutôt comme d'actif financier, comme un bien d'investissement, et les excès de ce phénomène conduisent et touchent les pays et les villes européennes de manière très, très différente. Alors, nous, plutôt en Wallonie, nous ne sommes pas encore dans des situations de capital avec des marchés très tendus, mais on commence quand même à parler à l'heure actuelle de gaspillage de ressources par rapport au manque d'espace vert et les marchés sous tension sont deux réalités un peu opposées et caricaturales qui ont vraiment des enjeux propres. Alors la réalité, évidemment, se situe toujours dans un entre-deux. Les enjeux sont donc variés pour lutter contre la vacance. Donc, face au déclin, il s'agit de revitaliser les quartiers, de renouveler un tissu ancien. Face à la crise du logement, il s'agit de garantir une offre suffisante de logements, mais aussi c'est une opportunité grâce aux outils, aux stratégies qui existent aujourd'hui, c'est une opportunité pour renforcer l'offre de logements sociaux. Et face à la saturation des territoires urbanisables, il s'agit de préserver, comme je l'ai dit, l'espace vert et le foncier non bâti, et donc d'anticiper le besoin de nouveaux logements par la rénovation de l'ancien. Donc, dans le contexte wallon, on part d'un déclin des villes au passé industriel. Nous sommes dans un contexte où il y a une croissance démographique à nouveau, qui est de plus couplée à la réduction de la taille de ménage, donc une évolution du besoin de logement qui n'est pas uniquement liée à la croissance démographique.
Nous avons les objectifs du stop béton et donc une saturation du territoire urbanisable auquel il convient de s'adresser. Et de plus en plus, on parle d'une crise du logement, d'un manque de logements décents et abordables. Donc le recyclage des friches et la lutte contre la rétention immobilière, c'est vraiment une stratégie pour assurer une offre de logement suffisante et abordable. Et je pense que c'est comme ça qu'on l'aborde majoritairement en Wallonie. Mais cependant, malgré donc, toutes ces fortes raisons qui justifieraient la mise en place de plans d'action locaux, il y a toutefois peu de dynamiques qui vont en ce sens dans les communes. Pourtant, la volonté politique ne semble pas absente, du moins à l'échelle régionale, puisque mon mémoire concordait avec l'élaboration de diverses nouvelles mesures, notamment l'instauration d'une amende administrative, la mise à disposition aux communes des données des consommations d'eau et d'électricité. Il s'agissait également de renforcer les possibilités des AIS, notamment via des possibilités de prise en gestion forcée. Mais pourtant, peu de communes attaquent cette thématique. Et donc, quand on a voulu établir le sujet du mémoire, on a décidé vraiment de partir de la base et de poser une question simple. Combien y a-t-il de logements vides? Et on s'est vite rendu compte qu'un des premiers leviers, un des premiers freins, en question, l'état de ces logements. Donc, il s'agissait dans un premier temps de voir comment les communes wallonnes identifiaient les logements vacants à l'heure actuelle. Ensuite, de voir comment on pourrait améliorer le recensement avec une méthode qui serait multicritère, donc qui utilise les données d'eau et d'électricité qui vont maintenant être fournies aux communes et qui utilise aussi toutes les données relatives aux domiciliations. Et enfin, étudier les coûts de remise en état. Comme je l'ai dit, cette recherche continuera par un doctorat. Je terminerai la présentation en parlant de deux volets. Premier volet, c'est de consolider l'outil que je propose dans ce mémoire à une échelle plus grande. On s'est fixé comme objectif l'arrondissement administratif de Liège. Et ensuite, de faire une étude comparative de stratégie pour fournir des logements abordables. Donc là, on est vraiment sur une phase plutôt opérationnelle en comparant des territoires, notamment un territoire français. Je reviendrai là-dessus en fin de présentation. Donc, pour revenir sur le volet de l'identification, la question de recherche principale, c'était quelle méthode d'identification rencontre les objectifs des stratégies d'action des communes et permettent d'obtenir une estimation fiable et efficiente du stock de logements durablement vacants. Donc, cette question relève deux objectifs à l'identification des logements vacants. D'une part, la vacance comme indicateur, avoir un taux de vacance qui nous permet de suivre l'évolution et l'état du marché du logement, mais d'avoir aussi une identification au service des stratégies locales, donc pour pouvoir soutenir les actions opérationnelles. Et on s'est rendu compte que c'est bien de connaître un taux global, mais que les communes n'ont pas nécessairement besoin de connaître chaque adresse de chaque logement vacant, mais plutôt de connaître le plus d'adresses par rapport au nombre qu'elles seraient en traiter sur une année, par exemple. Et la deuxième question traite, elle, du coût de rénovation des biens. Je reviendrai là-dessus après. Donc, il s'agit plutôt de caractériser quelle part est mobilisable. Donc, je vais d'abord vous parler du premier volet. Pour ce faire, il faut d'abord définir ce qu'on entend par logement vacant. Dès que l'on parle de chiffres, dès que l'on veut dénombrer, on a parfois du mal à faire des comparaisons parce qu'il existe plusieurs types de vacances et les deux grands types que l'on distingue, c'est la vacance frictionnelle, donc une vacance usuellement de courte durée. Dans la littérature, ça peut varier de 6 à jusqu'à 6 mois, certains jusqu'à 24 mois. Ici, dans la définition wallonne, on est plutôt sur en 12 mois pour une vacance de courte durée. Et cette vacance est nécessaire pour avoir une certaine mobilité sur le marché immobilier. C'est le vide qu'il y a entre deux locataires, c'est la période qui est nécessaire pour faire des travaux modérés de rénovation. Et usuellement, on estime qu'un taux sain de vacance frictionnelle va se situer entre 2,5 et 5%. La vacance qui nous intéresse ici, c'est la vacance problématique ou la vacance structurelle, c'est-à-dire les logements inoccupés depuis plus de 12 mois. Et par logement inoccupé, toujours selon la définition wallonne du Code de l'habitation durable,
Il s'agit de logements qui ne sont pas utilisés pour une activité quelconque, donc qu'elle soit économique, sociale, culturelle, sportive ou comme seconde résidence. Donc les secondes résidences ne sont pas inclus, selon la définition wallonne, parmi les logements inoccupés. Comment est-ce que nous avons procédé? Donc d'abord, un état de l'art de la manière dont partout à l'international, que ce soit les collectivités ou les États, œuvraient pour identifier les logements vacants. Ensuite, nous sommes focalisés sur la Wallonie. Nous avons d'abord transmis un sondage à l'ensemble des communes. L'idée, c'était de voir l'ampleur du phénomène de vacances, voir si ça touchait, comme dans notre hypothèse, plutôt les centres urbains, plutôt des centres urbains industriels, avec un passé industriel. Ensuite, nous avons fait des entretiens par téléphone auprès de 12 communes pour vraiment voir quels étaient leurs objectifs lorsqu'elles effectuaient un recensement, quelles étaient les difficultés, quelles étaient les facilités qu'elles avaient sur le terrain, quelles étaient leurs bonnes pratiques. Et ensuite, nous avons nous-mêmes implémenté une nouvelle démarche sur Herstal pour essayer d'élaborer une méthode multicritère. Donc, d'abord, pour revenir sur les conclusions de l'état de l'art international, les pratiques qui se font un peu partout ailleurs. Donc, il y a deux grandes catégories, l'observation sur terrain et le traitement de données. Le traitement de données va lui dépendre énormément de la qualité et de la disponibilité des données. Pour les synthétiser très rapidement, nous avons une part d'identification visuelle. Donc ça, c'est une stratégie qui est courante. Pourquoi? Parce qu'elle est très facilement implémentable. Les communes n'ont pas besoin de traiter des données en amont, mais ça va être aussi extrêmement chronophage, surtout si on veut tester des territoires de grande taille, qui est peu adapté finalement pour déceler la vacance dans des logements situés dans des appartements ou alors dans des logements qui ne sont pas visibles depuis l'espace public et qui revêt aussi d'une grande subjectivité parce que le recenseur est souvent influencé par l'état du bien, alors qu'il peut y avoir des biens très dégradés mais occupés. On est plutôt sur une thématique de mal logement. Il y a des enquêtes statistiques qui sont très populaires, notamment en France avec l'INSEE, où on fait des recensements assez fréquents de la population. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on a un aperçu statistique des taux de vacances. Ça permet un suivi au moins à l'échelle communale. Mais c'est à nouveau des démarches assez coûteuses. Souvent, ce sont des recensements qui s'intéressent plus au logement. On ne fait pas des recensements uniquement pour la vacance. Et qui ne mettent pas en avant des informations pourtant très importantes comme la durée de vacances ou des variations locales, voir si certains quartiers au sein des communes vont être beaucoup plus touchés que d'autres. Alors, très couramment, on utilise des données administratives. Par exemple, en Wallonie, on va utiliser énormément les domiciliations pour avoir des informations directement à l'échelle du logement et qui permettent d'analyser également la durée de cette vacance. Cependant, ces données vont dépendre énormément de la qualité, de leur qualité intrinsèque. Par exemple, les domiciliations, ce n'est pas tout à fait approprié pour déceler la vacance parce qu'il y a une série d'exceptions, comme les secondes résidences dont on a parlé tout à l'heure, ou encore les logements étudiants, etc. D'autres données sont utilisées. Par exemple, en France, ils utilisent la taxe d'habitation. Il y a une taxe d'habitation qui existe. Toute personne habitant un logement est redevable d'une taxe et donc ils savent déduire quels sont les logements qui sont vacants lorsque personne n'a même de payer cette taxe et qu'on déclare le logement vacant pour être exempté de la taxe d'habitation. Cette taxe d'habitation est aussi le support des recensements, par exemple, en Angleterre. Alors, on parle également des données qui ne sont pas directement récupérées par les opérateurs publics, mais plutôt des opérateurs parapublics, comme chez nous, les consommations que détiennent les gestionnaires de réseau. En Amérique, on utilise également les données postales, donc les facteurs recensent également des informations sur les logements lorsqu'ils déposent le courrier. Et donc, ça permet à nouveau des informations à l'échelle du logement. Et on a les mêmes problèmes, par exemple, pour les consommations. On va avoir des exceptions, des logements avec des citernes ou des panneaux photovoltaïques qui vont avoir une faible consommation, mais qui ne seront pas vacants. Et de manière très innovante, dans des contextes tout à fait autres que le nôtre, par exemple en Chine où il y a des quartiers de ville entiers qui sont vacants, on utilise les données satellites avec l'éclairage nocturne pour voir si le rayonnement lumineux témoigne d'une présence suffisante dans les quartiers où
témoignent de taux de vacances. Donc ça, évidemment, ce n'est pas utile ici en Wallonie. Le résultat des 262 communes wallonnes nous permet de connaître comment est-ce que les communes font. Tout d'abord, il faut reconnaître qu'on a eu beaucoup de réponses des communes. Donc sur les 262 communes, on a eu 108 réponses. Ça témoigne aussi que les communes ont un intérêt pour cette question de la vacance. Et alors, dans les démarches de recensement, presque toutes les communes ont un recensement. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et elles le mettent à jour annuellement. Par contre, il y a une grande diversité de démarches. La principale manière de faire, c'est d'utiliser les absences de domiciliation. Une autre manière très fréquente de faire, c'est l'observation visuelle. Parfois, ces deux méthodes sont organisées de synchro. Par exemple, à Liège, on utilise les absences de domiciliation pour voir quels logements sont potentiellement inoccupés et quelqu'un se rend sur terrain pour essayer de consolider. Et déjà, quelques communes témoignaient utiliser de manière un peu innovante, parce que ce n'était pas encore mis à disposition par la région, les consommations d'eau et d'électricité. Et ces communes estimaient avoir une tendance à sous-estimer la vacance. Donc, selon les communes, il y avait plus de vacances que ce qu'elles ne recensaient sur leurs inventaires. Alors, notre prochaine question aux communes, c'était de leur demander combien de logements potentiellement inoccupés avez-vous sur vos listes. Donc, par potentiellement inoccupés, on entend les logements pour lesquels les communes ont un soupçon d'inoccupation, mais n'ont pas encore vérifié cette vacance auprès des propriétaires. Alors, les hypothèses à l'époque qui avaient été étaient de 35 000 logements vacants. Donc, en 2004, c'était ce que les communes avaient fait remonter à la région de leurs inventaires. Donc, en 2004, les communes avaient dans leurs inventaires en tout, en ordre de grandeur, de 35 000 logements vacants. Dans les réponses que nous avons obtenues, nous avons déjà remarqué que beaucoup de communes étaient réticentes à nous transmettre ces données. Donc, ça montre que dès que l'on parle de la vacance, ce sont des données extrêmement sensibles. Et pour celles qui ont accepté de nous communiquer ce nombre, nous avons remarqué, en les retranscrivant en taux par rapport à leur parc de logement, une grande variabilité des taux qu'on avait dans les communes. Et en classant ces communes dans une typologie préétablie entre des communes rurales, résidentielles, urbanisées et urbaines, nous avons remarqué que même s'il y avait de grandes variabilités, il y avait quand même des différences qui étaient statistiquement significatives entre, d'une part, les communes rurales et résidentielles, et d'autre part, les communes plutôt urbanisées et urbaines. Alors, à partir de là, nous avons pu projeter l'estimation à l'entièreté de la Wallonie. Donc, imaginez que toutes les communes nous avaient répondu. Alors, vu que beaucoup de communes avaient été réticentes de nous envoyer leurs chiffres, la projection reste incertaine. Donc, c'est pour ça qu'on préfère parler d'un ordre de grandeur. Mais on arriverait à environ 45 000 logements potentiellement inoccupés qui sont recensés par les communes actuellement en Wallonie. Donc, c'est déjà un stock important qui est connu des communes par rapport, si on veut comparer par exemple à la demande de logements sociaux, c'est un rapprochement qui est souvent fait. On a 37 500 ménages en attente d'un logement. Après, nous verrons que comparer nombre pour nombre, ce n'est pas toujours judicieux, puisqu'il faut parler également de la manière dont ces logements sont mobilisables et donc de leur état. La deuxième partie, donc nous avons fait l'enquête auprès des communes. Nous avons ensuite sélectionné 12 communes, à la fois des communes rurales, résidentielles, urbanisées ou urbaines, pour connaître mieux leurs pratiques. Alors, plusieurs choses sont revenues de ces entretiens, mais très souvent, c'était une démarche de recensement chronophage. Par exemple, plusieurs services du logement ou d'urbanisme nous ont communiqué que pour croiser différentes données qui étaient nécessaires pour eux, par exemple, croiser des absences de domiciliation avec par exemple, ceux qui essaient de faire les absences d'eau ou d'électricité, s'ils voulaient le faire, ils devaient prendre 2 tableurs Excel et rechercher les adresses manuellement dans chacun de ces tableaux Excel, parce qu'ils n'ont pas l'ingénierie, ils n'ont pas les connaissances informatiques pour faire ce traitement de données. Pourtant, plusieurs communes nous ont dit nous avons
la volonté de nous occuper des logements vacants. Et souvent, c'était une question de taxer ces logements, parce que c'est la stratégie la plus souvent mise en place par les communes, c'est d'appliquer systématiquement une taxe. Et les communes nous disaient, si on investit plus pour recenser plus de logements, nous pourrons taxer plus de logements et finalement avoir un retour financier sur le temps que nous avons consacré à cette recherche. Ce qu'on remarque également, c'est une variété des procédés de recensement, donc une impossibilité de comparer les territoires communaux entre eux. Et donc, l'apport d'un outil informatique de recensement qui permettrait de croiser les données, mais également d'avoir une démarche uniforme, semble judicieux pour la Wallonie. Et donc, pour tester cette hypothèse, nous sommes rendus à Herstal. La commune d'Herstal avait déjà sollicité l'ASPI pour établir une méthode de recensement. Et l'ASPI avait déjà récolté toutes les données, donc l'absence de domiciliation, les faibles consommations d'eau, d'électricité. Et il y avait pour objectif, un peu, voilà, selon un raisonnement logique, d'essayer d'attribuer un score très élevé si tous les critères, absence de domiciliation, faible consommation d'eau, faible consommation d'électricité, étaient rencontrés, pour essayer d'appliquer un score. Et l'idée, c'est que la commune d'Herstal commence par contacter et s'occuper des logements vacants avec un score de 100, comme ça ils auront plus de chances d'être réellement en face d'un logement vacant. Cependant, cet outil a été créé sans être mis en parallèle avec le terrain, donc c'était uniquement des suppositions. Donc nous avons essayé de tester ces critères. Donc nous avons repris toutes les données qui étaient croisées. Donc pour les absences de domiciliation, nous avons des données supplémentaires. Nous avons également la date de la dernière année de domiciliation. Donc nous pouvions connaître le nombre d'années par lesquelles il n'y a pas eu de domiciliation pour éventuellement pondérer les critères. Nous avions l'absence de consommation d'eau inférieure à 5 mètres cubes par an. Alors ici, j'attire votre attention dans l'arrêté qui a été dans l'arrêté de la région wallonne. On a fixé un seuil à 15 mètres cubes sur base des études du CEHD. Ici, la ville d'Herstal s'était basée sur 5 mètres cubes et une consommation d'électricité de 100 kWh qui là est conforme. Mais il y a une certaine logique, ces deux consommations, 5 mètres cubes et 100 kWh, correspondent plus ou moins à la consommation d'une personne pendant un mois. Alors, on se rend compte, quand on croisait ces données, qu'il y avait 5199 logements qui étaient au moins repris par un de ces critères. 5199 logements parmi l'ensemble de la population de logements qu'il y a à Herstal, donc 17 704 logements, c'est presque 30% des logements d'Herstal qui étaient soupçonnés d'inoccupation. Donc là, on voit évidemment que ce n'est pas possible et qu'il y a énormément de faux positifs, c'est-à-dire de logements qui sont soupçonnés d'inoccupation, mais qui ne le sont a priori pas. Pour tester cela, nous avons pris un échantillon représentatif de 375 unités aléatoires pour ensuite essayer de les trier entre occupés, inoccupés, non applicables. Donc non applicables, ce serait, je vous expliquerai plus tard pourquoi, mais on a eu beaucoup d'adresses qui n'existaient plus. Donc là, la méthode n'est simplement pas applicable parce qu'on n'a pas de logement à vérifier. Ou alors, on a eu énormément d'adresses parasites, par exemple de garages, qui ne correspondaient pas à du logement, donc qui étaient hors de notre sujet. Et ensuite, on a eu également des logements invérifiables, donc ce sera un peu comme des non-réponses dans une enquête. C'est des logements, par exemple, situés dans des appartements ou non visibles de la rue qu'on ne pouvait pas vérifier sur terrain. Donc, on est parti d'un échantillon et on a été vérifier sur terrain la vacance. En plus des 375 logements sur lesquels on voulait tester s'ils étaient, on soupçonnait une occupation et on voulait voir s'ils étaient effectivement inoccupés, on a pris en plus 125 logements tout à fait aléatoirement au sein du parc de logement pour voir si en dehors des logements soupçonnés d'inoccupation, il y avait d'autres logements qui pouvaient être également inoccupés. Nous avons établi notre protocole de vérification visuelle à partir du retour d'expérience d'un bureau d'études bruxellois qui faisait un recensement visuel à Bruxelles et de l'expérience de la commune de Liège qui appliquait ça sur son territoire. Donc là, nous avons créé notre protocole pour voir si un logement était occupé. Par exemple, un critère d'occupation, c'était de voir s'il y avait de la lumière, c'était de voir si on entendait un bruit d'animal, s'il y avait des fenêtres ouvertes. Donc là, on entrait immédiatement dans l'occupation.
Si on ne pouvait pas déduire une occupation, on regardait s'il y avait des critères d'inoccupation. Ça pouvait être, on regardait à travers la fenêtre, s'il n'y avait pas de mobilier, c'était un critère d'inoccupation. S'il n'y avait pas de nom sur la sonnette, s'il n'y avait pas de nom sur la boîte aux lettres, s'il y avait une accumulation de courrier, par exemple, s'il y avait un jardin délabré, mal entretenu, une façade délabrée qui montrait peu d'entretien, des vitres très sales, on pouvait présupposer que c'était inoccupé. On avait plusieurs critères qui devaient être respectés en même temps pour confirmer l'inoccupation. Si on ne pouvait pas confirmer assez de critères d'inoccupation, on se disait non concluant. Donc, on ne pouvait pas, c'était trop incertain, on ne savait pas dire si c'était occupé ou inoccupé, et donc on mettait le logement de côté. Et alors, sur terrain, on avait directement synchronisé avec une application de SIG pour éviter d'avoir trop de travail redondant à faire au bureau. On a vu que l'inoccupation potentielle se concentrait très fort dans le bas d'Erstal. On avait également, on voit un chiffre très sombre. Ici, c'est les hauts-sarts. Donc là, c'est une valeur aberrante. On avait un logement qui était repris et il y avait très peu de logements, donc ça nous faisait des taux très élevés. Et lorsqu'on a été consolidé, donc là, sur base de notre échantillon de 375 unités, bon, on a les principales unités qu'on a retrouvées se concentraient principalement dans le centre de la ville d'Erstal. Pour projeter les résultats au sein de notre échantillon de 375 logements, donc nous en avions 66 d'inoccupés. Lorsqu'on projetait ça en l'ensemble de la population d'études, c'est-à-dire nos 5199 logements suspectés, on en avait entre 888 et 1470. Donc, ce qui nous donne à l'ensemble du parc de logements en 5 et 8,3% de logements inoccupés. On parle de 5 à 8,3% de logements structurellement vacants. Si on veut comparer avec les statistiques d'autres territoires, il ne faut pas oublier de rajouter le taux de vacances frictionnel, parce que souvent, ce taux de vacances est donné brut en comprenant structurel et frictionnel. Donc, il faudrait rajouter en plus de ça 2,5 à 5% de vacances frictionnelles. Alors, très rapidement, pour voir les critères de ces logements, dans les logements qui étaient occupés, on remarque qu'il y en avait quand même pas mal, donc 28% qui avaient une faible consommation, donc ça montre l'hypothèse qu'il y a des logements qui consomment très peu, avec par exemple des panneaux photovoltaïques ou des citernes. Mais par contre, il y a aussi quand même un quart de logements qui avaient une absence de domiciliation et une faible consommation et qui étaient quand même occupés. Donc là, on peut penser qu'il y avait un certain délai entre l'obtention des données et le travail sur terrain, donc qui fait qu'une partie de l'inoccupation s'est résorbée d'elle-même, mais qui peut aussi traduire des situations de mal logement ou de mode de vie très précaire. Alors, parmi l'inoccupation, quel est le critère qui nous permet de retrouver le plus de logements inoccupés? En tout, on a trouvé 66 logements inoccupés et 52 étaient repérés uniquement par une absence de domiciliation. Mais par contre, la fréquence est très faible. Donc, seulement 17% des logements qui avaient une absence de domiciliation étaient effectivement inoccupés. Et ce qui nous permet d'avoir le plus rapidement une inoccupation avec le plus de probabilité, avec 48,8% de fréquence, c'était l'absence de domiciliation et la faible consommation. On a remarqué que l'absence de domiciliation, il y avait une grosse différence avec l'âge de la dernière domiciliation. Donc, les logements qui avaient une absence de domiciliation depuis de longues années, on voit par exemple en 36 et 45 ans, étaient souvent introuvables. C'est parce que dans les données qu'on a reçues, ces absences de domiciliation étaient tirées directement du registre de la population. Et donc, le registre de la population conserve toutes les adresses, même celles qui ont été détruites. Donc, pour les filtrer, il faudrait normalement faire un croisement avec un cadastre actuel. Nous avons pris un modèle de régression logistique pour essayer de pondérer les critères qu'on avait. Donc, on a repris l'absence de domiciliation, les consommations d'électricité, la valeur des consommations d'électricité et d'eau, et aussi le nombre d'années sans domiciliation, plus divers filtres qui nous étaient fournis par les communes, comme la présence d'un arrêté d'insalubrité, etc. En faisant tourner ce modèle, nous avons pu sélectionner les variables qui étaient représentatives et donc, en plus de l'absence de domiciliation, de la faible consommation d'eau et d'électricité, ce modèle nous informait que l'année sans domiciliation pour Herstal
était pertinente à inclure dans le modèle. On n'aurait peut-être pas eu le même résultat si on avait fait un croisement avec le cadastre actuel et qu'on avait pu exclure les adresses qui n'étaient plus existantes. L'idée, c'est, avec ce modèle, on attribue une probabilité, un score au logement, et plus ce score est élevé, cette probabilité se rapproche de 1, plus on a une chance d'être effectivement face à un logement inoccupé. Et donc l'idée est de dire aux communes, ben voilà, si vous voulez par exemple recenser 50% des logements vacants, commencez par vous occuper des logements qui relèvent de ces critères-là et vous n'aurez à contacter que 1233 propriétaires. Si on avait voulu, sans utiliser les critères, trouver la moitié de logements vacants, on aurait dû contacter la moitié des adresses qu'on avait, donc plus de 2500 propriétaires. Donc ça permet d'être 2 fois plus efficace. À partir de là, on a établi vraiment des phases, on a pris toutes ces probabilités et on les a associées à leurs critères. Et cela nous donne, de manière plus visuelle, cette charte-ci. Donc, on préconise aux communes de commencer par les absences de domiciliation depuis plus de 10 ans ou moins, et une double faible consommation d'eau et d'électricité. Et tout à la fin, si elles ont encore des ressources, de terminer à la phase 5 par les logements qui sont sans domiciliation depuis plus de 10 ans. Alors, évidemment, donc, on voit qu'il y a vraiment un intérêt d'avoir une démarche, mais ce genre de démarche, mais que ça nécessite de fournir aux communes le croisement de données qu'elles ne sont pas capables de faire elles-mêmes. Ça permet d'avoir une projection statistique des taux de vacances. On n'a pas besoin de vérifier tous les logements pour pouvoir projeter à l'ensemble de la population. Et d'avoir également une base qui est uniforme, de pouvoir faire plus de taxation si c'est l'objectif de la commune, mais également de pouvoir comparer des territoires communaux. Alors évidemment, ce qui a été fait sur Herstal doit être testé sur d'autres territoires. On ne peut pas encore postuler que le phasage que je viens de vous présenter au slide précédent est réplicable partout. Donc, la question de recherche secondaire, très rapidement, donc là on était sur la caractérisation et avec la question intrinsèque de pourquoi est-ce que ces logements sont vacants. Alors, ça, on part d'études qui ont été faites par notamment le CEHD, mais également l'EPUR en 2004 avec des enquêtes des propriétaires. Donc, il y a beaucoup de propriétaires âgés. Il y a des motifs de fatigue locative, des difficultés parfois pour les propriétaires âgés d'avoir des prêts, mais il y a surtout près d'une moitié de logements, et c'est corroboré par les 2 enquêtes qui ont été réalisées à la fois en 2004 et en 2007, près d'une moitié de logements qui nécessitent des travaux. Et en plus de ça, des propriétaires qui finalement n'ont pas un profil socio-économique significativement différent de celui de la population. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une part significative de propriétaires qui n'est pas en mesure de fournir les ressources financières pour soutenir de lourds travaux de réhabilitation. Donc, ça soutient la question que l'on pose ici, c'est est-ce que finalement les coûts de remise en état peuvent bloquer le logement et expliquer un comportement qui paraît irrationnel de garder un logement vacant. Nous avons testé 6 cas d'études qui nous ont été fournis par l'AIS de Liège et le bureau, la Régie autonome foncière de Serein et GES pour tester les coûts de remise en état avec un scénario minimum pour respecter uniquement les critères de célébrité et un scénario de qualité pour pouvoir, par exemple, scénario de qualité, nous avons pris le standing d'un logement social loué par l'AIS de Liège. Nous remarquons très vite que nous sommes souvent à plus de 100 000 € de travaux par logement. Et si on regarde ces coûts par mètre carré, le dernier cas d'étude nous montre qu'on peut finalement approcher très fortement des coûts moyens de démolition-reconstruction. Lorsque l'on met tout cela en perspective, on se rend compte que finalement, il n'y a pas beaucoup d'aide pour les propriétaires qui n'ont pas des ressources. Alors, il y a l'aide de l'AIS qui va jusqu'à 93 300 € par logement, à la fois par subventionnement et prêt à taux 0% selon les cas. Mais si l'on revient au seuil précédent, 93 300 €, on est vite au-dessus. Par exemple, le dernier cas, le logement de 4 chambres, le propriétaire aurait encore un peu moins de 200 000 € à fournir par lui-même, ce qui n'est pas possible vu que l'argent
qu'il va recevoir de l'allocation va d'abord servir à rembourser le prêt à taux zéro de l'AIS. Donc il y a vraiment ce travail a mis en évidence vraiment un point de blocage pour les logements les plus dégradés. Alors, très rapidement, je vais vite fait introduire ma thèse de doctorat. Donc, on va consolider la recherche que je vous ai d'abord présentée sur l'identification sur l'ensemble de l'arrondissement de Liège. L'idée, c'est d'avoir vraiment un modèle qui pourrait s'appliquer autant aux communes plutôt périurbaines, aux communes urbaines de l'arrondissement. Et ensuite, nous souhaitons étudier les stratégies opérationnelles pour fournir des logements abordables à partir de la vacance dans 3 territoires. Donc, nous avons la métropole européenne de Lille, la région de Bruxelles-Capitale et l'arrondissement de Liège. L'idée, c'est de comprendre une typologie de vacances. Par exemple, à Lille, nous avons des formes de vacances très différentes entre le centre lillois, où nous avons un marché du logement plus tendu, et par exemple la ville de Roubaix, où il y a beaucoup de propriétaires impécunieux qui ont des logements très dégradés et qui n'arrivent pas à réhabiliter. Donc l'idée est de comparer les enjeux et les formes que prend la vacance dans ces 3 territoires et voir comment est-ce qu'on peut calibrer des outils. D'abord, quels outils sont disponibles et comment les calibrer pour s'attaquer à chaque forme de vacances. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Merci Mathilde. Maintenant, on va procéder à un jeu de questions-réponses. Donc, ceux qui veulent poser une question, vous connaissez le système, vous levez la main ou vous cédez la parole. Je vous demanderai d'abord de vous présenter avant de poser votre question. Voilà. Pour l'instant, je ne vois aucune main levée. Le sujet ne vous a pas encore, n'a pas encore suscité beaucoup de questions. J'en vois une de Madame Jacquard. Je vous cède la parole. Vous pouvez allumer aussi votre vidéo pour vous exprimer. Madame Jacquard? Oui, voilà, vous m'entendez? Oui. Voilà, bonjour à tous. En tout cas, merci pour cette présentation qui a été très très intéressante. Donc, moi je me présente, donc je travaille au service logement de la ville de Mons. Et donc, effectivement, les enjeux qui sont présentés, les questionnements soulevés, nous intéressent fortement. Donc voilà, c'était premièrement pour souligner la démarche et ensuite pour vous faire part de mon intérêt en tout cas à suivre la suite des travaux et des conclusions que vous apporterez. Et effectivement, tous les biais relevés, toutes les analyses déjà faites sont des questions que nous, on soulève, en tout cas sur le terrain. Donc voilà, merci. Merci à vous. Monsieur Thomas? Madame Thomas? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Vous Oui, pouvez y aller. c'est Thomas Charrier, moi je suis urbaniste en France, en Normandie plus précisément, et je développe depuis quelques mois un outil sous la forme d'un commun qui s'appelle Pas de vacances pour la vacance, parce qu'en France aussi la situation n'est pas forcément glorieuse, quoi. Seulement on a de la chance, comme vous avez commencé à le souligner, d'avoir quand même des données ouvertes plutôt fiables et qu'on peut maintenant croiser depuis quelques mois, parce qu'une agence d'État a commencé à libérer des données issues d'un autre croisement et d'une autre méthodologie que celle de l'INSEE, donc qui permettent de rapprocher ces deux sources et d'avoir un point de vue en tout cas un peu plus objectif de la situation.
Néanmoins, malgré toutes ces connaissances et les tensions qu'on peut avoir dans différents types de territoires ici, alors à Paris c'est une chose, mais aussi un peu partout en fait à l'échelle de la France, hein, dans la plupart des centres un peu actifs et dynamiques, la situation est de pire en pire, quoi. Les prix explosent, la constructibilité est très limitée et ça répond que très partiellement en fait aux besoins de logement. Ma question, c'est, j'observe un peu du coin de l'œil ce qui se passe en Belgique, parce que encore une fois, les solutions sont plus en avance que, en tout cas, les débats sont abordés d'une manière qui est un peu plus originale que ce qu'on peut avoir en France jusqu'à présent. Quelles sont finalement les solutions dont vous disposez réglementairement ou à l'échelle des communes pour intervenir contre la vacance, justement? Parce que l'identifier, la résorber, c'est effectivement une démarche qui est très saine et votre travail est vraiment hyper intéressant pour ça, d'offrir les moyens et de vraiment rendre visible la manière dont on pourrait faire. Mais qu'est-ce qui empêcherait la vacance, finalement? J'ai vu que vous aviez un arsenal de taxes qui était relativement étendu, en tout cas sur le territoire de la Wallonie à Bruxelles, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez d'autres dispositifs? Est-ce que vous avez des évaluations là-dessus? Okay. Merci. Oui, tout à fait. Donc, pour revenir d'abord sur la taxe, en effet, donc, on a le régime de la taxe et plus nouvellement le régime de l'amende administrative qui coexiste maintenant sur le territoire wallon et qui coexiste également sur le territoire bruxellois. À ce que j'ai pu déjà comparer avec la France, la taxe sur les logements vacants, qui existe également en France, est plus coercitive ici en Wallonie qu'en France, donc peut-être plus incitative. Par contre, elle n'a pas encore des effets importants parce que pour pouvoir avoir des effets importants avec une taxe, il faut pouvoir appliquer cette taxe presque systématiquement à un grand nombre de logements, ou en tout cas à tous les logements pour lesquels ce serait intéressant. Ce n'est pas systématiquement intéressant d'appliquer la taxe. Je prenais tantôt l'exemple de logements fortement dégradés avec des propriétaires impécunieux. Lorsqu'il y a une situation de blocage, peut-être que la taxation n'est pas appropriée. Mais donc voilà, ici pour la taxation et l'amende administrative, le souci, c'est vraiment cette question de l'identification et de pouvoir avoir des effets plutôt de masse. Mais nous avons également des outils incitatifs. Donc, je viens de parler des agences immobilières sociales, grâce auxquelles on pouvait avoir une subvention des travaux qui sont octroyés par le Fonds du logement. Donc ça fonctionne un peu comme les conventions de l'ANA en France. Le propriétaire reçoit une aide, mais il accepte de louer son logement pendant 9 à 15 ans en tant que logement social. Et alors, quand il est dans ce régime, en Belgique, la différence, c'est qu'automatiquement, la gestion se fait par l'AIS, donc on est directement dans un dispositif d'intermédiation locative. Nous avons également, depuis peu, un renforcement du pouvoir des AIS. On était avant sur une base d'intermédiation, de prise en gestion qui se voulait volontaire de la part des propriétaires. Depuis peu, la nouvelle réglementation permet aux AIS d'aller en justice pour prendre en gestion un logement qui reste vacant. Ça permet à l'agence immobilière sociale d'effectuer les travaux, mais alors il faut qu'elle puisse se rembourser pendant le nombre d'années qu'elle aura le logement, donc de 9 à 15 ans. Nous n'avons pas comme en France. J'essaie de faire. Nous avons. Alors, oui, non. Je reprends le fil de ma pensée. Cependant, beaucoup d'AIS, donc d'agences immobilières sociales, nous ont dit qu'elles n'allaient pas aller dans ce système plus coercitif de prise en gestion forcée parce qu'elles n'ont pas les ressources. Elles remettent déjà finalement très peu de logements vacants sur le marché via des travaux, parce que ça leur demande déjà de devoir suivre les travaux, de devoir faire appel à des architectes et de suivre les dossiers. Et elles ont déjà assez de travail finalement avec les propriétaires qui sont volontaires et n'ont finalement, elles, pas les ressources de suivre plus de dossiers. Donc, une partie de l'étude qu'on va mener va se faire auprès des AIS pour voir quels sont les points de blocage pour elles et est-ce qu'elles pourraient en réintroduire plus sur le marché. Mais voilà, je pense que c'est les grands outils. Il en existe d'autres, moins connus, des bails de rénovation, etc. Mais ce sont des pratiques moins souvent mises en place.
Ok, merci beaucoup. Et j'avais une dernière question, si vous avez le temps. Vous illustriez tout à l'heure votre démonstration par des grands ordres de grandeur sur des coûts liés à la rénovation. Je connais assez mal l'état du bâti et notamment les différentes époques de construction en Wallonie ou en Belgique en tout cas. Mais en France, il y a quand même un rapport, alors qui n'est pas systématique, mais il y a une tendance à, notamment dans les centres-villes anciens, à avoir un peu plus de vacances qu'ailleurs, parce que le bâti est pas forcément très aux normes, un peu vétuste, voilà. Seulement, le coût de remise en état de ces logements est souvent très élevé, parce que ça suppose des recompositions, parfois du plan du logement, qui peuvent être vraiment importantes, et surtout, quand vous ajoutez à ça des critères patrimoniaux qui, ici, peuvent être extrêmement compliqués, c'est-à-dire que si vous voulez repeindre vos volets, il faut 6 mois d'attente pour avoir les autorisations. Donc, il y a un critère patrimonial, et il y a aussi un critère lié à des exigences environnementales dans le cadre de rénovation qui peuvent être vraiment très, très impactantes pour un projet, pour peu qu'il soit nécessaire, par exemple, d'isoler par l'extérieur une façade en pierre patrimoniale. Les travaux se feront absolument pas. Il n'y a aucune chance qu'on puisse réaliser de telles rénovations, en tout cas à des échelles massives, quoi. Est-ce que vous avez pris ça en compte dans les coûts de travaux que vous présentez? Je pense notamment aux critères environnementaux. Oui, donc tout à fait, on est, je pense, sur les mêmes problématiques. Donc ici, on a identifié une vacance principalement dans les centres urbains et plus présente dans ceux au passé industriel. Donc typiquement des maisons, des vieilles maisons ouvrières, etc. Pour ce qui est en effet des contraintes de la réglementation thermique, ici, dans tous les exemples que j'ai montrés, les 6 cas d'études, on n'a pas dû, c'était des coûts sans amélioration des performances énergétiques parce qu'on ne touchait pas à la façade. Donc, en Belgique, dès qu'on ne touche pas vraiment à l'enveloppe du bâtiment, qu'on ne s'attaque qu'à la mise en salubrité, on va dire, de l'intérieur, il n'y avait pas besoin de faire cela. On avait parfois une toiture à rénover, donc là, la toiture devait être isolée, mais on n'avait pas systématiquement une isolation complète du bâtiment, comme il serait préférable de faire. Donc, on est parti vraiment sur un scénario. Ici, les coûts que je vous ai présentés étaient vraiment des coûts minimum de rénovation pour ce logement. Donc, ça montre en effet, on était déjà là sur un problème économique important par rapport, en effet, par exemple, à la construction neuve. On était souvent au-dessus. Ça montre en effet qu'il y a un blocage à ce niveau-là et que ce n'est pas les biens qui vont être attractifs actuellement pour les investisseurs. On espère que les contraintes du zéro artificialisation nette vont petit à petit finalement être aussi une manière de sauver et de rendre la rénovation plus intéressante. Mais en attendant, il reste aussi le problème d'identification et donc il faut pouvoir s'armer et mettre en place les stratégies pour être prêt au moment où on arrivera à ce déblocage. Je vais céder la parole à M. Hervé Brichet de la ville de Liège. Oui, bonjour. En fait, ma question se porte un peu sur l'application du nouvel arrêté du gouvernement wallon qui permet aux communes donc d'accéder aux données des faibles consommations. J'ai contacté, moi, parce qu'on est assez pressé à la ville de Liège, ça fait déjà plusieurs années qu'on traite avec les gestionnaires de réseau pour avoir ces données-là, et bon, il y a beaucoup de complications. Ici, durant les vacances, je les ai encore recontactés à l'approche de l'entrée en vigueur de l'arrêté du gouvernement, et ils pointent alors, dans l'arrêté du gouvernement, un manque, puisqu'il n'y a pas encore le modèle d'échange de données à un endroit. On pointe que le gouvernement ou que le ministre doit établir un modèle d'échange de données. Et donc, bon, j'ai contacté Reza et la CIL durant le mois d'août. Ils attendaient encore ce modèle-là, ils travaillaient dessus. Je ne sais pas si certaines communes ont quand même déjà pu obtenir ces données ou est-ce que, je ne sais, est-ce que vous avez des précisions sur l'entrée effective de cet arrêté du gouvernement, parce que pour le moment, on n'a toujours pas les données, quoi. Je ne sais pas si une commune veut prendre la parole. Moi, pour ma part, j'ai échangé avec le cabinet de M. Collignon
à ce sujet, au sujet justement de la manière, pas spécialement de la manière des modalités de communication des données, mais plutôt de la manière dont la région pourrait intervenir pour soutenir les communes, pour effectuer les croisements de données, car comme je l'ai identifié dans la présentation, il y a également un problème d'ingénierie avec des adresses qui ne concordent pas entre les bases de données. Et donc, pour le moment, la région s'est montrée intéressée d'essayer de développer un outil, mais n'a pas encore pu concrétiser la démarche. Donc, la région s'annonce intéressée de développer un outil de croisement des données pour faciliter l'ingénierie, pour prémâcher le travail pour les communes, mais actuellement, nous n'avons pas plus de nouvelles. Madame Rachel Tis, c'est sur ce propos-là que vous voulez intervenir? Je vous cède la parole là. Bonjour à tous, Rachel Tis, je suis directrice au département du logement de la région Wallonne, donc du coup je me permets d'intervenir sur ce point. D'abord, certainement pour féliciter Madame Place pour sa présentation, pour son travail qu'on avait déjà eu l'occasion de lire, mais on n'avait pas encore eu l'occasion de se rencontrer. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra aussi discuter de la suite de son travail. Donc c'est bien dans notre direction qu'on met en place, en tout cas qu'on met en place les outils à destination des communes pour pouvoir justement avoir accès à ces données. Et je suis étonnée que la ville de Liège n'ait pas reçu la convention, puisqu'il y a eu un mail qui a été envoyé à toutes les communes avec la convention d'échange de données, puisque on parle d'échange de données, donc comme vous le savez, il y a ce fameux RGPD qui est présent et avec qui on doit travailler. Ça ne rend pas toujours les choses très faciles, mais une convention a été établie et doit être signée par les communes. Et je m'étonne que vous n'ayez pas eu connaissance de cette convention. Si tel est le cas, donc n'hésitez pas ici à reprendre contact. Je vais mettre mon adresse email et donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir ces informations, puisque elles sont maintenant disponibles depuis, je pense, la fin du mois d'août. Voilà, oui. Je pense qu'on aura certainement l'occasion de se rencontrer encore, Madame Place. Ça serait certainement très intéressant pour la suite de votre travail. La ville est une grosse institution, donc voilà, peut-être l'information, il faut le temps qu'elle arrive jusque chez moi. Ce n'est pas évident, et quand c'est des mails de masse comme ça, c'est pas évident non plus pour nous de savoir à qui on doit l'envoyer exactement, mais je pense que c'est parti aux directeurs généraux et aux services logement généralement. Mais je mets mon adresse mail, comme ça, n'hésitez pas à revenir vers moi. Oui, n'hésitez pas en effet à mettre les informations. Je vois que M. Thomas Charlier a aussi partagé un site dont il parlait. Voilà. Est-ce qu'il y a encore l'une ou l'autre dernière question? On arrive bientôt à la fin de l'heure, mais on peut encore prendre une ou deux questions. Je pense pour ma part venir sur autre chose un tout petit peu. Donc, on sait qu'identifier les logements vacants, ça va être quelque chose, mais après, quand les communes vont vouloir se retourner vers les propriétaires, une des questions qui va se poser souvent, c'est que beaucoup de ces logements, en fait, sont la propriété de personnes très âgées, donc on est face à des problèmes de succession, on est face à des problèmes de personnes qui sont placées en maison de repos, de personnes... Voilà, donc on a beaucoup ce genre de problème-là, c'est ce qu'on avait montré en 2004-2005 lors de nos travaux sur cette problématique. Donc les communes vont avoir des difficultés à implémenter la taxe de toute façon, de par ce fait-là, parce que trouver la personne et faire en sorte que cette personne puisse agir va déjà être compliqué. Voilà. Est-ce que dans le cadre de la suite de tes travaux sur cette problématique-là, est-ce que les questions liées au vieillissement de la population propriétaire de ces logements apparaît à nouveau comme quelque chose d'assez central
dans ce que tu es en train de développer maintenant? Oui, je pense qu'il y a deux points de blocage principaux. C'est en effet l'âge des propriétaires et en particulier, comme vous l'avez évoqué, tous les problèmes de succession de propriétaires en maison de repos qui ne sont plus capables d'agir. Et également, et on continuera d'insister sur ce point-là, le problème de l'état des logements et de la difficulté financière pour les propriétaires de pouvoir agir également à ce niveau-là. Dans ce qu'on a déjà pu étudier de la métropole de Lille, il y a vraiment cette question qui est présente avec toute une ingénierie qui a été mise en place vraiment par un groupe d'études spécialisées qui a été mandaté par la métropole pour s'occuper des cas finalement de vacances les plus complexes. Et dans ces cas de vacances les plus complexes, on entend tous les cas de succession vacante. C'est un cas qui étonnamment est énormément rencontré en France. Je ne sais pas si c'est lié à nos procédures, nous, de succession, mais également beaucoup de logements très délabrés pour lesquels on peut avoir des mesures encore plus coercitives, avec en effet des arrêtés d'insalubrité. En France, également des arrêtés de péril. En France, il y a également une procédure d'abandon manifeste qui permet aux communes finalement d'exproprier et de récupérer les logements dont l'état est le plus dangereux. Donc voilà, il va vraiment y avoir une comparaison vraiment de ce qui se passe et avec vraiment ces deux pôles qui sont séparés, les propriétaires âgés, la manière dont les propriétaires sont souverains ou non finalement de leur logement et finalement la manière dont les propriétaires ont la capacité d'agir, ont les ressources d'agir face à la dégradation de leur bien. Ok. Je ne vois plus de main levée. Voilà. Donc, nous vous remercions pour votre... Il y a un dernier commentaire. Oui, donc il y a une nouvelle publication qui vient de sortir aujourd'hui concernant les logements sur le portail Wallstat de l'IWEPS. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Donc, ce Midi du Lépure a été enregistré. Donc, nous le mettrons prochainement en ligne sur le site sur le site du Lépure, pardon. Et le support PowerPoint qu'a présenté Mathilde aussi pourra s'y trouver, et ça assez rapidement, tandis que la vidéo, ça prend un peu plus de temps pour la mettre en ligne. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Le prochain Midi du Lépure n'est pas encore programmé, donc on n'a pas encore fixé la date, mais normalement, ce prochain Midi du Lépure sera l'occasion d'inviter un collègue flamand de la VUB pour nous parler là de la monétarisation des coûts de l'étalement urbain en Flandre. Voilà, ce qui nous rappellera aussi, là aussi, des bons souvenirs d'anciennes recherches menées au sein de la CPDT, notamment par le Lépure, concernant les coûts de la désurbanisation. Voilà, je vous remercie tous et bon temps de midi, bon repas, à une prochaine occasion. Au revoir.